Bonjour à tous et bienvenue dans La Mécanique du Livre, le podcast dédié aux coulisses des maisons d'édition. Je suis Corentin et je serai votre hôte durant cet épisode, accompagné comme d'habitude de Benjamin, responsable éditorial aux éditions du commun. Bonjour Benjamin. Bonjour Corentin. Je dis responsable éditorial, mais aujourd'hui c'est à ton rôle de responsable administratif qu'on va s'intéresser, puisqu'on va aborder un thème qui nous paraît assez central lorsqu'on a réfléchi à cette série de podcasts, celui des aspects quotidiens de la gestion d'une maison d'édition. Quelque part, si d'habitude on vous parle des coulisses du livre, là on va entrer dans les coulisses des coulisses, ce qui permet réellement à une structure éditoriale de fonctionner au jour le jour. Et cet épisode-là, toi aussi, te tenait particulièrement à cœur. Sans effectivement faire de favoritisme, cet épisode-là est un peu mon épisode de chouchou, justement parce qu'il est un peu le mal aimé, ou en tout cas le plus méconnu. Il est, je pense, mal aimé parce pour deux raisons. Parce que déjà, il y a moins de rêves et de paillettes dans un tableur Excel que dans un travail d'écriture, de réécriture, par exemple, d'un ouvrage. Et aussi parce que c'est un peu une activité inhérente à tout type d'activité économique. Et donc, on a tendance à le mettre de côté, comme si c'était quelque chose à part, et non pas à le voir comme faisant partie du tout. C'est vrai que assez naturellement, quand on va se lancer dans une activité, on va vouloir, je ne sais pas, être jardinier, créer des livres, mais on va pas vouloir faire de la gestion. C'est rarement quelque chose qui est pris en compte quand on lance une activité. Et voilà, c'est ça, c'est que quand on le lance, parce que on peut se dire qu'une fois qu'on est dans une activité qui tourne, on a plutôt tendance à déléguer ces tâches-là à des gens qui savent des fois mieux le faire ou pas des fois, souvent mieux le faire parce que c'est pour le coup leur métier à eux, de comptable, responsable administratif, etc. Donc c'est pas à négliger dans une activité de démarrage ou quand on est tout petit parce qu'on a souvent pas les moyens de l'externaliser, mais aussi et surtout, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on a plutôt intérêt à mettre les mains dans le cambouis, même si justement c'est un peu moins sale que du cambouis parce que ça reste de l'outillage informatique et des formules, mais il y a intérêt à avoir connaissance, comme à peu près toutes les autres activités pour ce qui nous concerne de l'édition, de mettre les mains rapidement dedans pour en comprendre les enjeux. Et dans tous les cas, même une fois que une activité tourne, il y a tout un intérêt à connaître et à savoir ce que ça raconte pour mieux se projeter dans la suite. C'est toi qui assures à peu près toute la gestion aux éditions du commun. Tu dirais que tes tâches principales, c'est quoi ? On pourrait les découper en trois. Donc il y a l'activité éditoriale, responsable éditorial, et là c'est ce qu'on va voir tout du long de tous ces épisodes, donc je ne reviens pas dessus. Et après il y a deux autres activités que je distingue. Il y a le responsable administratif et le responsable comptabilité, gestion et économique. Pour commencer par la partie administrative, c'est toutes les démarches que certains pourraient appeler phobies administratives. Nous, c'est toutes les démarches inhérentes au bon déroulement de notre quotidien. Donc ça part du fait qu'on est une association et donc il y a une vie de l'association qui nécessite de laisser des traces et d'en produire et de rendre des comptes. Donc ça va de compte rendu de réunion de bureau à préparer une assemblée générale et en faire un procès verbal, fournir un bilan moral de l'activité, etc. Donc ça c'est une première tâche. Il y a la deuxième, lorsqu'on a des salariés, c'est toute la partie justement sociale. Donc faire des déclarations, répondre à des institutions et des administrations, payer des factures, émettre des fiches de paye, gérer des congés, des arrêts maladie, etc. Et la dernière partie, c'est celle inhérente à l'activité éditoriale. Donc c'est tenir à jour les contrats d'auteurs, signer des conventions, signer des cessions de droits, etc., etc.
Oui, ça, on en a déjà un peu parlé dans l'épisode précédent. Tu évoquais le cambouis numérique dans lequel tu mettais tes mains, les outils que tu utilises pour gérer toute cette machinerie éditoriale, c'est quoi? C'est de l'ordre et de la rigueur le plus tôt possible. Parce que plus on accumule des tas de papiers sur son bureau ou des tas de papiers sur son bureau d'ordinateur, des tas de documents sur son bureau d'ordinateur, effectivement, ça commence à empêcher le bon déroulé du quotidien. Et donc, c'est tenir une symétrie entre une version papier et une version numérique de tout ce qu'on organise, de ranger tout ça dans des dossiers, des classeurs, et de bien organiser. Donc là, déjà, c'est pas des outils en tant que tels, mais plutôt une méthode d'être bien organisé. Et un petit conseil que je pourrais donner, si je me permets, c'est de penser que ce rangement-là, on ne le fait pas que pour soi et qu'on doit le donner à lire et à comprendre à des gens qui arriveraient dans le bureau ou qui prendraient notre suite ou qui viendraient nous appuyer. Là, la question se pose puisque les éditions grossissent et donc on a de plus en plus de monde à venir m'accompagner, m'épauler ou travailler avec moi. Et donc, si je fais que du rangement qui, euh, qui s'adresse qu'à moi, ça ne facilite pas les collaborations à suivre. Il n'y a pas d'outil logiciel spécifique dont tu te sers pour ça, ne serait-ce que pour organiser ton temps? C'est plutôt des outils collaboratifs, c'est-à-dire de faire en sorte que tous ces dossiers, notamment numériques, soient rangés dans un serveur partagé, où on puisse y accéder de plusieurs appareils et par plusieurs personnes. Et après, moi, à titre personnel, j'utilise Trello, qui est un peu un des outils vedettes du moment, mais qui a l'avantage de pouvoir s'adapter aux spécificités d'activité et qui sert aujourd'hui à mettre à un seul endroit toutes les choses à faire et les choses en attente du quotidien. Et autrement, est-ce que tu as aussi des outils qui te servent, on va dire, pour gérer des aspects plus chiffrés, comptables, etc.? J'en utilise deux principalement. Le premier, je crois que j'ai déjà dit ça dans un épisode précédent, c'est un tableur Excel. C'est de faire des formules, des tableaux à nos usages personnels pour répondre aussi à des structures à qui on a des comptes à rendre, subventions, banques, etc. Et l'autre, c'est un logiciel, encore une fois, je n'ai pas de part et je ne connais pas l'exhaustivité des logiciels comptables, mais nous, on utilise Sage One, qui est un des leaders du marché et qui voilà, le mérite d'être assez intuitif et qui nous sert, nous, aujourd'hui, à gérer nos stocks, émettre des factures, faire des devis, suivre la comptabilité en direct avec la trésorerie aussi sur le compte, faire des prévisionnels, etc. quoi. Pour développer un peu là-dessus, pour toi, c'est quoi gérer le budget d'une maison d'édition? C'est deux choses concomitantes et en même temps très différentes. C'est d'un côté penser un budget, plutôt à l'échelle d'une année, et voire même se projeter sur 2-3 années ensuite. Et là, c'est assez simplement regarder une photographie du 1er janvier au 31 décembre de notre activité économique et de faire en sorte, donc je le rappelle, comme nous, on est une association à but non lucratif, de faire en sorte que nos charges et nos recettes s'équilibrent. Donc faire en sorte que notre activité tienne la route. Et en parallèle de ça, et c'est tout à fait différent, c'est tenir un suivi, un plan de trésorerie. Donc là, c'est s'assurer qu'à l'instant T, on ait assez d'argent sur le compte en banque pour payer tout ce dont on doit payer. Donc c'est s'assurer que les gens d'un côté qui nous doivent des sous nous les donnent en temps et en heure, et de l'autre côté, lorsqu'on doit des sous, on ait bien l'argent en vis-à-vis. Et donc c'est vraiment deux visions différentes et, qui sont liées, mais une d'instantané et une autre de projection, quoi. C'est vraiment pas anodin parce que j'entendais récemment que les créances, donc l'argent dû, c'est souvent une cause en fait, d'effondrement des petites structures comme la nôtre qui
n'ont pas osé, n'ont pas pensé à aller chercher l'argent qui leur était dû quelque part, ou à l'inverse, qui étaient persuadées d'avoir des finances solides parce qu'elles voyaient plein d'argent sur leur compte alors qu'elles en devaient un paquet et qu'elles n'avaient pas fait attention à ça. D'où le fait de tenir. Et c'est vraiment pour moi une question de, un peu, si je fais un petit peu un parallèle geek avec des jeux vidéo, estomper le brouillard de guerre et voir le plus loin possible notre activité, et notre économie. Et effectivement, en fait, la réalité quand on est une petite structure, c'est qu'on n'est pas très force de négociation vis-à-vis des structures plus grosses à qui on doit des sous, comme les imprimeurs, etc. Et on n'est pas très force de négociation en termes toujours de rapport de taille, de poids, vis-à-vis des structures qui, elles, nous doivent des sous et qu'on des fois passe un temps fou à aller chercher, quoi. On en a déjà un peu parlé aux épisodes précédents, mais tu peux nous rappeler un peu c'est quoi notre modèle économique en tant que maison d'édition ? Effectivement, pour ce qui est de nos recettes, on a trois types de rentrée d'argent. La première est l'activité éditoriale, donc de la vente de livres. Pour nous, ça passe par la vente en librairie, de la vente directe sur les salons, sur notre site en ligne, etc. Et la troisième étant nos abonnés qui nous suivent chaque année. Cette année, on a 100 personnes qui payent tous les mois pour recevoir l'intégralité de nos publications. Donc tout ça, c'est le premier point, l'activité éditoriale, vente des livres. Et on avait d'ailleurs diffusé là-dessus l'année dernière lors de notre campagne d'abonnement. Un des points qui était intéressant, c'est qu'on vendait moins de livres en direct, mais que globalement, cette vente en direct nous rapportait autant que les ventes en librairie, qui étaient plus importantes en termes de nombre de livres. Bah, tout à fait, et c'est bien l'équilibre des deux. C'est pour ça que le but n'est pas de faire de la concurrence aux libraires. Les libraires Bien sont nécessaires pour aller toucher des gens qui sont bien plus éloignés que notre réseau, notre premier cercle. Et donc là, par contre, il y a des intermédiaires, donc il y a une marge moins importante sur la vente du livre. Par contre, on a un cercle assez élargi de gens qui nous suivent, qui suivent notre programme éditorial, qui suivent l'évolution de notre aventure. Et là, on leur vend directement, un peu le principe du NAMAP dans le milieu du maraîchage et de la vente directe. Donc là, on sait que c'est un nombre fini de gens, cette année 100 personnes. Et là, on a par contre une vente sans intermédiaire, donc une meilleure marge. Donc, on vend beaucoup plus de livres en librairie et c'est important parce que c'est des gens qu'on ne toucherait pas, et on vend beaucoup moins de livres en direct, mais par contre on touche plus de sous, ce qui nous permet d'avoir un modèle économique un peu plus stable. Donc ça, c'est pour le premier versant qui est la vente de livres. Le deuxième, c'est les subventions. Donc aujourd'hui, à peu près comme tout le milieu de l'édition, hein, qu'on soit petit ou gros, on touche des subventions publiques. Nous, c'est principalement aujourd'hui Rennes Métropole et la région Bretagne qui nous soutiennent, mais on peut aussi ponctuellement aller chercher au CNL, au niveau national, et puis d'autres entrées, aussi comme des universités, etc., ponctuellement en fonction des ouvrages. Et le troisième point, c'est la prestation. Donc là, c'est de la formation, de l'intervention, des ateliers et aussi de l'accompagnement éditorial. C'est-à-dire que toutes les compétences, connaissances que nous pratiquons en interne des éditions du commun pour notre propre lignée éditoriale, nous proposons ça à des structures qui souhaitent éditer un ouvrage par eux-mêmes. Et donc là, on vient en appui et en conseil tout du long de ce travail-là. Ça, c'est pour nos recettes. Tu peux nous parler un peu de nos charges, nos dépenses ? Oui, alors les dépenses, on peut se faire un petit top 4, top 5 de nos plus grosses dépenses pour dresser un peu le paysage. La première des dépenses aux éditions du commun, c'est la charge salariale. C'est la masse salariale plutôt qu'une charge, parce que c'est bien un travail nécessaire. Aujourd'hui, c'est mon poste,
plus un poste à temps partiel d'une collègue qui est sur un projet particulier qu'on a sur le quartier, d'ouvrir une librairie avec d'autres structures. Donc ça, aujourd'hui, c'est le plus gros de notre poste, mais c'est, si je calcule bien, en direct, 60 heures semaine de travail. Le deuxième poste, c'est l'imprimeur. Voilà, on reste une maison d'édition qui fabrique du livre papier, et donc on a pas mal d'exemplaires à fabriquer chaque année. Le troisième poste, c'est une autre forme de masse salariale, c'est toutes les personnes avec qui nous travaillons et qui sont soit indépendantes, comme notre graphiste, notre illustratrice, des relecteurs, relectrices, etc. Et des gens qu'on rémunère aussi en droit d'auteur, comme une traductrice, les auteurs, autrices, etc. Et enfin, le dernier poste, qui n'est pas des moindres non plus, c'est la poste, l'affranchissement. Aujourd'hui, le gros de notre quotidien aussi est d'envoyer énormément de livres, que ce soit individuellement ou par colis, à nos sans-abonnés, au service presse, aux commandes ponctuelles que l'on reçoit, etc. C'est quelque chose qui s'applique pas forcément à notre structure parce qu'on n'a pas atteint ce type de cette hauteur de chiffre d'affaires, on va dire, mais dans une maison d'édition plus importante, il y aurait une dimension imposable. Et là-dedans, il y a plein de petits trucs que moi je découvre cette année et qui sont intéressants et inattendus. Notamment, on s'imagine qu'une maison d'édition, une fois qu'elle a stocké ses livres, qu'elle en a plein, elle a plein de potentiel de vente, mais c'est aussi une charge économique importante. Un livre stocké, c'est un livre qui est imposé chaque année. Donc on a aussi intérêt, et on est déjà dans cette démarche, même si nous, ça nous concerne moins, à écouler un stock, à pas garder une richesse comme ça accumulée, inutile, dans un coin. Bah, c'est inhérent à toute activité de commerce, c'est-à-dire que un stock, c'est quelque chose qui coûte. C'est déjà une dépense que l'on a déjà acquis, enfin on a déjà payé un fournisseur au moins, si ce n'est plusieurs, pour cet objet-là qui dort dans un entrepôt. C'est l'entrepôt qu'il faut payer, il faut stocker toutes ces choses-là. Donc l'enjeu quand on a un commerce, c'est d'avoir un fonds, un stock le plus faible possible, quoi. Travailler à flux tendu étant compliqué, mais c'est d'être vigilant à ça, de ne pas se laisser dépasser. Donc ça passe par valoriser le fond pour une maison d'édition, comment on travaille à ne pas diffuser et promouvoir que les nouveautés, mais bien à valoriser des livres, surtout que nous, on revendique le fait qu'on n'a pas de livres d'actualité, mais des livres de long terme, qui n'ont pas perdu leur pertinence plusieurs années après. Et le deuxième point, effectivement, c'est ne pas se tromper et de bien calculer le tirage que l'on va faire d'un ouvrage. Voilà, tirer assez pour pas trop vite épuiser le stock et ne pas non plus en tirer trop et se retrouver justement avec un stock trop important d'année en année, quoi. Tu évoquais tout à l'heure la photo prise sur une année de l'économie des éditions. C'est parfois une photo qui est faite, on va dire, dans le futur, hein. C'est le principe d'un bilan prévisionnel. Pour toi, c'est un exercice difficile ? Au début, c'est difficile, déjà parce qu'on n'est pas forcément habitué à cet exercice, et c'est aussi de moins en moins difficile puisque chaque année qui passe constitue des années de référence. Donc, parce que plus on a de passifs, plus on est en capacité d'anticiper, et notamment il y a des choses. Pour construire un prévisionnel, il faut déjà avoir en tête nos charges fixes. Ça, c'est facile. Mon temps de travail, il est fixe. On sait combien je coûte à l'année. Par contre, il y a énormément de choses. Le loyer, par exemple, aussi, il est fixe. Mais il y a énormément de choses comme sortir des livres. Ça dépend de combien nous sortons de livres. Combien ils peuvent coûter entre un livre qui nécessite une traduction, un livre qui est plutôt une réédition. On n'a pas les mêmes coûts. Donc c'est tout cela où il va falloir rentrer en précision. Et ça, plus on a de passifs, plus on est en capacité de viser juste. Donc c'est important, un prévisionnel, effectivement, de construire de façon... nous, on anticipait, on a toujours des prévisionnels pour les 3 années à suivre. Et après, chaque année, à mi-parcours, on fait ce qu'on appelle un budget prévisionnel à mi-année. C'est-à-dire qu'on réactualise
au réel le premier semestre, ce qui permet d'avoir une photo intermédiaire et de voir si qu'on soit encore en capacité de réajuster. Voilà. Et pour mener tous ces exercices-là, on a l'aide d'un comptable qui, lui, est un vrai professionnel du milieu et qui nous accompagne tout au long de l'année. Ce comptable, c'est Laurent Buzon et j'ai été le rencontrer pour lui poser quelques questions. Bonjour Laurent. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît ? Je m'appelle Laurent Buzon, j'ai 40 ans, j'ai eu 40 ans cette année, et je suis comptable depuis une vingtaine d'années, grosso modo, et plus spécifiquement en cabinet comptable depuis 15 ans maintenant. Donc j'ai fait des études de comptabilité, j'ai commencé à travailler en entreprise, et puis après j'ai eu la chance d'être embauché par un cabinet comptable, et du coup je bosse en cabinet comptable. Je suis, alors le titre officiel, collaborateur comptable, chargé de mission. En fait, je gère un portefeuille de clients d'environ 150 dossiers. Des dossiers très différents, ça va du petit artisan, profession libérale, avocat, médecin, infirmier, commerçants, des petits commerçants, des gros commerçants, des entreprises qui produisent des choses avec une usine, des salariés. Voilà, donc je vois vraiment beaucoup de choses différentes. Et j'aime beaucoup mon métier justement parce que je vois beaucoup de choses différentes, donc des clients différents, des façons de travailler différentes, plus ou moins organisées, voilà. Ok, et est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier du coup ? Donc je fais un peu de saisie comptable, donc on saisit les factures d'achat, les factures de vente, les relevés bancaires. Là c'est juste de la saisie dans un logiciel comptable spécifique au cabinet. Et ce qui est plus intéressant pour nous, c'est d'accompagner le chef d'entreprise dans la gestion de son entreprise. Donc la saisie comptable, c'est bien, on va jusqu'au bilan, on établit le bilan, mais le bilan se fait à la fin d'une année. Le temps de produire le bilan, du coup, l'année se finit par exemple un 31 décembre. Le bilan, on donne le bilan au chef d'entreprise en mai ou juin, donc il s'est déjà passé 6 mois après le bilan, mais il s'est passé aussi 1 an et demi après le début du bilan. Donc moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire des points réguliers avec le chef d'entreprise en cours d'année pour voir déjà les tendances de l'année et pour voir s'il y a des choses à améliorer dans l'organisation. Du coup, tu accompagnes notamment les éditions du commun dans ce cadre-là. Exactement. Tu as aussi des expériences avec des structures proches, puisque tu as travaillé avec des maisons d'édition de jeux de société. Exactement. Je suis plusieurs maisons d'édition de jeux de société en comptabilité. Je suis un peu investi dans le domaine du jeu de société en général, puisque j'ai dans ma clientèle des éditeurs, des auteurs, un illustrateur, des barrageux, des assos, etc. Donc je connais un peu plus le milieu du jeu de société que le milieu du livre, mais ça reste de l'édition et de la culture en général. Et tu dirais que la gestion de la comptabilité, elle peut être différente elle est différente au sein d'une structure éditoriale ? Alors je dirais qu'en grande ligne, la comptabilité reste de la comptabilité. Une maison d'édition, que ça soit livre ou jeu de société, peu importe, mais une maison d'édition va fabriquer un objet. Donc il va y avoir un imprimeur ou un fabricant de jeux de société, peu importe, mais en tout cas il va y avoir un fabricant. Il va y avoir un grossiste, il va y avoir un détaillant. Donc la chaîne de distribution est à peu près similaire. Elle est classique en tout cas. Il va y avoir du stock à la fin de l'année. Il va éventuellement y avoir des salariés ou pas. Donc les grandes lignes sont les mêmes. Après, il y a quelques spécificités qui sont plutôt liées au droit d'auteur. Donc les spécificités du droit d'auteur, en tout cas en termes de comptabilité, donc une maison d'édition va signer un contrat avec un auteur de jeu et va lui reverser une somme qui s'appelle des droits d'auteur. Et les droits d'auteur sont soumis à, premièrement, des cotisations sociales. Comme tout revenu d'activité, il y a des cotisations sociales. Et la spécificité, c'est que les cotisations sociales sont retenues à la source par l'éditeur et comme un salarié
comme un employeur vis-à-vis de son salarié. L'employeur va payer le salaire net et non pas le salaire brut. Donc là, c'est pareil. L'éditeur va payer le droit d'auteur net après les cotisations sociales. Et les cotisations sociales vont être reversées à un organisme qui s'appelle les AGSA. Maintenant, ça a fusionné avec l'URSSAF, plus ou moins. Et donc, la spécificité, ça va être de gérer justement cette retenue à la source qui s'appelle le précompte AGSA. Mais dans certains cas, il peut y avoir des exonérations, des dispenses de précompte. Donc, ce qui est important pour l'éditeur, ça va être de s'assurer que l'auteur est soumis au précompte ou qu'il est dispensé de précompte pour l'appliquer ou ne pas l'appliquer. La deuxième différence, c'est que il va y avoir, la deuxième spécificité, c'est qu'il va y avoir une notion de TVA. Les droits d'auteur sont soumis à TVA, à un taux réduit qui est de 10%. Donc là aussi, l'éditeur va devoir gérer la TVA de son auteur. Alors c'est un système un peu particulier. Il va y avoir, toujours pareil, un système de retenue à la source. Donc l'éditeur va non pas payer le TTC, donc le hors-taxe plus la TVA, mais il va payer le montant hors-taxe. Donc c'est bizarre, on applique une TVA, mais on ne paye pas la TVA à l'auteur, on va la payer au trésor public. Et donc c'est un système un peu particulier qui a été inventé dans les années 60 pour simplifier le travail des auteurs. Donc l'auteur ne gère pas sa TVA, c'est l'éditeur qui la gère pour lui. C'est le seul domaine d'activité où on voit ça d'ailleurs en France. Et là aussi, il va y avoir des dispenses dans certains cas. Donc là aussi, il est important que l'éditeur s'assure qu'il y a ou pas une dispense sur ce point-là. Et après, le troisième point, c'est juste une contribution qui s'appelle la contribution diffuseur. Donc sur tout droit d'auteur versé, l'éditeur va verser une petite taxe à l'organisme donc les AGSA. Donc ça, c'est vraiment les trois spécificités du milieu d'édition, et donc les trois spécificités comptables, on va dire, mais c'est plus des spécificités fiscales ou sociales par rapport aux clients, à mes autres dossiers classiques. C'est vraiment les trois points, entre guillemets, à risque. Pour toi, en général, c'est quoi les choses à retenir quand on doit gérer la comptabilité d'une structure? Donc pour un comptable en entreprise, quels sont je pense qu'un comptable est censé être un peu organisé. Conserver tous ces justificatifs de dépenses, c'est un peu la base. Souvent, moi, dans les dossiers que j'ai au cabinet, j'ai des clients qui ont tendance à me donner des devis en justificatif ou des factures pro forma ou des bons de commande. Donc non, je suis censé rentrer uniquement des factures en bonne et due forme. On est censé récupérer la TVA que si elle apparaît sur le document, donc, du coup que si elle apparaît sur la facture. Je ne peux pas inventer une pièce que je n'ai pas. Je ne peux pas inventer la TVA du coup si elle n'est pas notée. On est censé indiquer je sais pas, quand on va au restaurant et qu'on invite un client, on est censé indiquer le nom du client sur la facture. Donc tout ça c'est très théorique, parce qu'évidemment dans la plupart des dossiers ce n'est pas comme ça. Donc voilà, le maître mot c'est organisation et conserver les documents et transmettre tous ces documents. Après, je dirais aussi d'être organisé, de ne pas attendre le dernier moment. Il y a une histoire de délai. On doit rendre des comptes régulièrement. Donc si on a des déclarations de TVA à faire, c'est tous les mois avant une certaine échéance. Donc j'ai des clients qui ont tendance à me donner les documents au dernier moment. Donc c'est important d'être organisé, de ne pas s'y prendre au dernier moment pour réaliser les obligations. Je pense que c'est important d'avoir un suivi régulier aussi, pas tout faire justement là aussi au dernier moment, mais en cours d'année d'avoir une compta mise à jour régulièrement. Ça permet de voir un peu où on va, quelle est la tendance de l'année. Ça me semble important pour un bon pilotage d'une entreprise, d'une asso aussi. Et pour toi, c'est quoi les enjeux et l'importance de la comptabilité dans une structure? Il va y avoir un aspect légal et obligatoire de toute façon. Toute structure associative ou commerciale a des comptes à rendre. S'il y a un emprunt bancaire, il va falloir donner des chiffres à son banquier, donc lui communiquer un bilan. Dans le cadre d'une asso, il y a des adhérents à qui il va falloir montrer tous les ans un bilan financier, donc il va falloir suivre une comptabilité, ou en tout cas au moins une comptabilité hyper simplifiée. Une structure commerciale, des obligations fiscales, donc le fisc, il va falloir lui donner des billes, donc tous les ans un bilan est à sortir.
pour le fisc, pour voir s'il y a eu un bénéfice, donc payer les impôts sur le bénéfice. Il va y avoir un aspect juridique aussi, puisque une structure commerciale a des associés, et les associés ont droit à l'information de l'activité de l'entreprise dans laquelle ils sont associés. Il y a une information pour les tiers aussi, donc les fournisseurs, les clients. Là, c'est plutôt pour les grosses structures. Donc, une entreprise a l'obligation de diffuser son bilan au tribunal de commerce. Donc là, l'importance, c'est vraiment, du coup, c'est une importance légale et obligatoire, quoi, vis-à-vis du fisc. Et puis après, il y a juste le bon sens d'avoir, c'est l'intérêt même de l'entreprise ou de l'association d'avoir une comptabilité pour savoir où elle va, si elle est rentable, s'il y a des économies à faire, si les prix de vente sont bien calculés, etc. Merci du coup à Laurent de nous avoir accueillis dans ses bureaux pour cette interview. On a vu tout à l'heure que la troisième charge la plus importante, c'était la charge qui concernait toutes les personnes extérieures à notre structure. Tu peux nous faire un tour rapide des personnes impliquées au sein des éditions du Commun, de notre organigramme ? Oui. Je refais un petit détour justement par les bénévoles d'abord. Donc rappeler qu'on est encore une fois une association et on a 5-6 personnes investies bénévolement qui donnent de leur temps chaque année pour le comité de lecture et lire les manuscrits que l'on reçoit, accompagner par binôme à l'écriture et réécriture des auteurs-autrices, etc. Ensuite, on a toute une équipe de gens avec qui nous travaillons. Je vais essayer d'être un peu exhaustif, mais aujourd'hui, pour quasiment chacune de nos couvertures, nous avons un graphiste et une illustratrice. Quand on a un projet de traduction, on travaille. Aujourd'hui, on a déjà travaillé avec une traductrice et là, on va en travailler incessamment sous peu avec une autre pour un projet de 2020. On a aussi des personnes qu'on rémunère ponctuellement sur l'accompagnement justement éditorial, faire ce travail d'accompagnement à l'écriture. On a un web designer qu'on rémunère pour plutôt notre identité numérique, repenser entièrement notre site internet. C'est aussi ça la particularité, c'est que Fabrice travaille en indépendant et pour plein d'autres personnes, mais on travaille dans les mêmes bureaux et de plus en plus, il vient travailler avec nous, pour nous, enfin plutôt avec nous. Et après, j'ai peut-être oublié quelques personnes. En tout cas, on a aussi un autre type de personnes à travailler avec nous, qui sont les personnes en service civique ou en stage, comme toi, Corentin, en service civique. Et donc là, je suis bien vigilant à en faire une catégorie à part, parce que contrairement aux travailleurs indépendants avec qui on travaille et qui aujourd'hui représentent bien une activité dont on n'a pas les moyens d'avoir une personne à temps plein, donc on travaille avec des gens indépendants qui travaillent pour plusieurs structures, on mutualise ces activités-là. Autant les services civiques et les stages, on est vigilant à ce que ce ne soit pas justement des personnes qui viennent pallier plutôt une embauche qui devrait pas tarder, mais plutôt à venir sur des missions particulières comme toi, Corentin, qui prend en main la réalisation et l'animation de ce podcast. Toi. Ou Marie, dans la pièce d'à côté, qui, elle, travaille sur les 5 ans des éditions du commun. On voit qu'on a pas mal de personnes extérieures dans tout ça. Du coup, c'est une logique avant tout économique. C'est des personnes qu'on aimerait pouvoir avoir à plein temps au bureau, mais qu'on n'a pas les moyens de rémunérer dans ce cadre-là. C'est ça, voilà. Et puis il y a des, je pense par exemple aux traductrices. Je pense qu'il n'y a aucune structure éditoriale qui a un pôle de traducteurs-traductrices à temps plein dans la structure. Donc il y a aussi de fait des activités qui sont externalisées. Mais voilà, je pense que on peut toujours souhaiter avoir un ou une graphiste à temps plein à travailler dans la structure. Et on espère un jour y arriver. Entre-temps, on a quand même des personnes privilégiées avec lesquelles on travaille. L'une d'entre elles, c'est Lucie Cuzeden, qui est maquettiste, graphiste, et qui est la fameuse personne qui travaille sur un projet de librairie en parallèle. Elle a accepté de répondre à nos questions un jour où elle était au bureau.
Bonjour Lucie. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Lucie QZN, c'est mon pseudo. Un Q, un Z et un N. Et je suis graphiste freelance depuis la fin de mon BTS il y a 8 ans. J'étais arrivée à Rennes donc il y a 10 ans pour ce BTS-là, mais je suis toujours pas partie. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai 29 ans. Après avoir fait ce BTS, donc je me suis lancée directement en tant que freelance et puis avec une de mes collègues du BTS, donc Laureline Jam, on a décidé de monter un atelier de sérigraphie parce qu'on aimait vraiment beaucoup le fait de faire soi-même et de maîtriser en fait du croquis préparatoire d'une illustration ou d'une affiche ou quoi que ce soit jusqu'à l'impression, pouvoir maîtriser vraiment toutes les étapes de production et de création graphique. Et du coup on a monté l'atelier de sérigraphie La Tuberie il y a 6 ans maintenant. Donc je suis graphiste, freelance et sérigraphe. Et du coup, en quoi consiste ton travail aux éditions du commun? Ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont j'ai rencontré Benjamin, en fait, il y a 3 ans, je crois maintenant, notre atelier de sérigraphie qui était à la base à la campagne s'est retrouvé chez moi, en ville, vers la gare de Rennes. Donc on a profité de mon jardin pour ramener des artistes qui font du fanzine, qui font de la micro-édition. Et puis une des couturières m'a dit « j'ai un copain qui fait de l'édition ». Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Benjamin, on s'est tout de suite... beaucoup plu. Et puis ensuite il m'a proposé de faire de la sérigraphie pour les éditions et puis aussi de faire quelques maquettes aussi pour les éditions. Et aujourd'hui, depuis maintenant plus de 6 mois, on est sur un projet d'ouverture d'une librairie dans le quartier du Blône. Donc je suis salariée au sein des éditions du commun, mais en tant que coordinatrice de ce projet, pas en tant que graphiste. Comme maquettiste, tu as pu bosser sur la revue Agencement. Comment tu définirais ce travail auprès de quelqu'un qui le connaît absolument pas? Voilà, c'est pour ça que Benjamin m'a appelé en tant que graphiste. Il m'a appelé pour me proposer de faire la maquette, mais aussi toute l'identité visuelle de cette nouvelle revue de sociologie. Donc c'est de sciences sociales. Pour en parler rapidement, c'est une revue qui va permettre à des éducateurs spécialisés par exemple ou à des professeurs de fac d'écrire. C'est-à-dire c'est que des gens qui sont à la fois sur le terrain et à la fois théoriciens, on va dire, de sciences sociales. Moi je suis pas du tout issue de ce milieu-là, donc c'était assez intéressant de travailler sur l'identité graphique. Donc il y avait quand même une petite base de l'identité existante des éditions du commun. Il fallait que je reprenne ça mais que je propose encore autre chose. Donc j'ai travaillé sur 2 axes. Je vais proposer donc dans chacun des axes 2 types de mise en page différentes, avec des typographies différentes, avec donc des maquettes qui sont différentes et des éléments graphiques. C'est ce qui va venir habiller en fait la page. Voilà, par exemple une ligne sous un titre ou un carré quelque part. Enfin voilà. Et puis ce qui m'intéressait en fait avant de partir sur le travail vraiment de maquette avec réception des fichiers, ce qui m'intéressait moi c'était de faciliter la lecture pour des gens qui comme moi ne sont pas habitués à des récits ou des écrits qui peuvent paraître en fait denses. La revue elle propose des récits assez courts, des essais assez courts. Donc voilà, j'ai voulu faire une maquette qui était assez aérée avec les notes de bas de page aussi, ça peut être très très lourd. Et ce que j'ai voulu faire, c'est les mettre déjà sur les côtés pour qu'on puisse s'y référer assez rapidement et puis voilà, avoir une souplesse vraiment de lecture. Cette mission-là, on peut dire qu'elle fait partie un peu de ton boulot plus global, qui est celui de graphiste freelance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça aussi, de ce que c'est qu'être graphiste freelance? Alors être graphiste freelance, c'est être seul, c'est être son propre patron et être son propre salarié. Donc il y a une petite schizophrénie qui s'installe quand même, parce qu'il faut à la fois être assez dur avec soi-même, et se forcer à bien travailler, faire ses heures et voilà, bien répondre à la demande, et à la fois faut pas être trop dur non plus avec soi-même. Voilà, donc bon, c'est pour la blague, mais c'est vrai quand même, puisque
Voilà, c'est à moi de trouver les contrats et c'est à moi d'exécuter les commandes et voilà, les demandes des clients. Donc il y a un travail quand même de prospection en amont, de démarchage, moi j'ai jamais trop fonctionné comme ça, de faire un book et d'aller le présenter. Et puis ensuite, une fois que on a potentiellement rencontré du monde, il faut répondre aux demandes des clients qui sont plus ou moins hyper exigeants. Voilà. Moi, j'ai pas trop fonctionné comme ça. Pour dire que j'ai commencé, donc quand je suis sortie de mon BTS, j'avais 21 ans. Je connaissais pas Rennes, je connaissais pas grand monde. Mais j'avais déjà commencé un petit peu à rencontrer des bars, des assos. Et puis, en fait, j'ai continué à aller dans ces bars et dans ces assos pour rencontrer des gens et leur dire « Hey, je suis graphiste, ça vous intéresse ?» Et ça a bien marché comme ça, en fait. Et du coup, dans ce contexte, c'est quoi les différentes missions que tu as pu effectuer? Dans quel type de structure? Il faut savoir vraiment que j'ai beaucoup travaillé avec Laureline et la Tubry. On travaillait toutes les deux pas mal. Après, moi, j'avais des projets aussi perso, mais... Et donc oui, c'est pas mal d'affiches, de flyers, de toute la communication d'un événement. Ça peut aller jusqu'au badge de bénévole ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment créer l'identité de l'événement dans sa communication. Après, moi, je me suis pas mal rapprochée aussi du milieu de l'édition parce que le livre en tant qu'objet m'intéresse beaucoup. Donc, je me suis rapprochée des éditions de l'œuf, qui sont des éditions de bande dessinée à Rennes, qui sont des amis, en fait. Et donc là, je commence à faire des livres avec elle. Et donc, je vois vraiment un peu plus le lien à l'objet en tant qu'objet, moins indé quoi, enfin moins alternatif, vraiment l'objet qu'on peut retrouver en librairie ou quoi, comme j'ai pu faire avec les éditions du commun. J'ai aussi fait les maquettes de l'imprimerie nocturne, de la revue de l'imprimerie nocturne pendant 2 ans. Et puis aussi je publie mes copains et d'autres au travers d'une revue qui s'appelle Sacré Raclé. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul numéro qui est sorti l'an dernier. Le deuxième est en préparation, il devrait sortir cet automne. Une problématique qui traverse pas mal le milieu de l'illustration, les milieux créatifs en général d'ailleurs, dans les environnements militants mais pas que, c'est celle de la rémunération. Comment est-ce que toi tu perçois cet enjeu-là aujourd'hui? Oui, alors effectivement, au tout début, je me disais, j'ai fait beaucoup d'affiches pour des écolos, attention, je parle pas de parti, hein, des écolos à Rennes ou des manifestations féministes ou quoi que ce soit. Et au début, donc pour moi c'était une chance de pouvoir m'exprimer graphiquement, voilà, dans ces domaines-là. Et donc de pas être très bien payée, ça me dérangeait pas du tout. Surtout qu'il faut dire que les militants n'ont pas vraiment les moyens. Mais aujourd'hui, il se pose à moi la question de est-ce que c'est pas plus militant de se faire payer correctement que d'être de faire juste parce qu'on a envie, en fait. Aujourd'hui, je défends mon métier en faisant des devis corrects et je me prends des portes sur le nez, franchement, assez souvent, où je me bats pour qu'un devis soit accepté alors qu'il est un tarif normal. Et que même, des fois, je travaille avec des institutions donc qui ont de très beaux projets de festival ou quoi que ce soit. Festival gratuit, c'est génial. Et qui, quand même, viennent me dire que je suis trop chère ou que machin. Donc, pour moi, c'est lutter que de se battre pour être payé correctement aussi. Après, il y a quand même il y a quand même peut-être une différence entre cette institution-là qui organise, mairie en l'occurrence, qui organise un événement et une asso de quartier qui organise un repas pour les enfants du quartier qui vont pas en vacances, j'en sais rien. Et où du coup, oui, forcément, là, à ce moment-là, est-ce que je suis bénévole ? Est-ce que je demande quand même un petit sou pour dire que c'est quand même un métier ? Et non, je peux pas demander la même chose qu'à cette institution. Un truc qui me semble assez obscur, c'est comment on fait un devis. À partir de quoi tu le calcules ? Tu disais tout à l'heure que
t'essayais d'appliquer des tarifs justes, mais comment tu sais que le tarif est juste? À partir de quelle base t'estimes comment t'es rémunéré en fait? Alors, ce que je disais, c'est que malgré ce qu'on peut dire, je pense que je ne suis pas la seule, mais on s'adapte pas mal aux clients quand même. Je veux dire, une association qui est pleine de subventions, qui est bien entourée par, je sais pas, le conseil régional ou la mairie ou j'en sais rien. Bon, ben, potentiellement, elle a de quoi se payer un graphiste. Que la petite association de quartier, gna gna gna, pas un sou. Bon, donc voilà, on s'adapte. Mais il y a quand même des tarifs établis plus ou moins. C'est-à-dire que de ce que j'avais pu voir, et après c'est en croisant des informations aussi. Donc voilà, il y a ce que j'avais pu voir. En gros, en exécution, c'est-à-dire qu'on n'est pas en réflexion, en création, en illustration, en tant que graphiste, hein, je parle. En exécution, on est payé 250 €. En création, dans la journée. Et en création, 350 €. Voilà. La à journée. Paris, ouais. Bien sûr, hors taxe, hein. Et hors cotisation. Et à Paris, c'est 450 € la journée pour de la création. Juste ici, si ça vous intéresse, vraiment, pour prendre un exemple, pour la revue Agencement, en fait, quand j'ai déterminé l'identité graphique avec les éléments, les typos, dans ce cas-là, il n'y a pas de couleurs parce qu'elles sont adaptées aux photos qu'on prend, mais voilà, les couleurs, l'identité vraiment visuelle, ça c'était du travail de création. Voilà, j'ai dû réfléchir, proposer plusieurs choses, griffonner par-ci par-là. Et ensuite, quand ça a été établi, quand mes gabarits ont été établis, le moment où je vais faire la maquette, donc vraiment remplir, hein, comme je disais vulgairement tout à l'heure, ce moment-là, c'est de l'exécution. Donc on passe à un tarif qui est un peu moindre par rapport au tarif de créa. Après, il y a ces tarifs-là, il faut savoir que... comment dire, on est... Si on compte vraiment nos heures, malheureusement, on n'est jamais vraiment trop là. Moi, j'essaye de faire bien attention. Maintenant, aujourd'hui, je compte toutes mes heures. À chaque fois que je travaille sur tel ou tel projet, je compte mes heures. Aujourd'hui, j'ai bossé de 11h à 19h sur tel truc. Et à la fin, je regarde si ça convient avec mon devis. Dans tous les cas, je vais pas changer mon devis, c'est sûr. Voilà, j'ai donné mes heures. Mais comme ça me permet de voir la fois d'après. Donc en fait, j'avais mis un peu plus de temps pour ça, nanana, de réajuster un peu, quoi. Encore merci à Lucie pour avoir répondu à ces quelques questions. On voit que c'est une question que j'ai abordée avec elle et qui transparaissait un peu dans ce qu'on a vu juste avant, mais la rémunération, c'est une problématique au sein de notre structure. Enfin, comment est-ce qu'on aborde, en termes de principe aussi, de valeur, quelque chose comme la notion de rémunération? C'est effectivement pas la première structure que je monte, rarement seul, mais en tout cas, j'ai plaisir à penser la structuration économique d'une activité et j'ai initié les éditions du commun avec cette vigilance-là, que par le passé, venant du milieu associatif, on est plutôt des militants convaincus et donc on compte pas les heures qu'on se paye, on se paye mal et puis on prend des congés s'il reste du temps et ça je crois que c'est politiquement c'est pas acceptable. Que ce soit dans un contrat de travail avec le droit du travail pour les salariés, comme dans une relation de prestation avec toutes les personnes avec qui on travaille, on doit être vigilant à ce que veut dire un temps de travail, une rémunération et donc on l'a posé comme principe dès le départ des éditions que le prix qu'on nous propose est le prix juste, qu'on définit préalablement le temps que ça implique et on fait en sorte de ne pas le dépasser et on paye en temps et en heure ce qu'on doit. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça implique aussi une gestion, une segmentation particulière des différentes personnes qui travaillent parce que naturellement on va pas rémunérer les bénévoles.
Il y a la question aussi des rémunérations de services civiques qui sont à un stade fixe, ou des indemnisations de stagiaires qui généralement sont au mieux, sont optionnelles. Comment ça, tu le prends en main? La question est la même pour tout le monde, dans le sens où on se dit ce que l'on fait. C'est pas une question économique pour les bénévoles, mais c'est une question de temps. C'est-à-dire que les personnes donnent de leur temps supplémentaire, avec souvent une vie et salariale ailleurs et autrement. Donc on est d'autant plus vigilant à ce que le temps qu'ils nous cèdent soit juste, au bon endroit, qu'ils plein du plaisir, c'est important. Et pour les stages et notamment et les services civiques, c'est exactement la même. C'est-à-dire que ce n'est pas du salariat déguisé, donc on a des missions claires dès le départ, on sait où on va. On fait en sorte, nous, pour ce qui est des stages inférieurs à 2 mois et donc qui n'ont pas d'obligation d'indemnité, de quand même les indemniser. C'est un minimum vital, pas de vie mais de survie, qui nous semble nécessaire, pallier au coût qu'implique ce stage de déplacement, de repas du midi, etc. Et pour les services civiques, c'est pareil. C'est un montant qui est fixé par l'État, puisque l'État nous aide grandement sur prendre quelqu'un en service civique. Et nous, on essaye de compléter justement avec des frais réels, mensuels, que cela implique. Tu évoques le fait que l'État a une part importante dans la rémunération des services civiques. Ça nous ramène au sujet des subventions. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans le milieu du livre. C'est un milieu qui tient largement grâce aux subventions, qui est extrêmement soutenu par l'État. Comment est-ce que, et par d'autres institutions, comment est-ce que nous, on gère ça à notre petite échelle? Donc oui, déjà, c'est le rappeler, mais ce n'est pas le seul secteur. Juste pour donner un autre exemple, la presse est très subventionnée. Qu'on soit un gros journal détenu par des fonds privés et spéculatifs, comme un journal indépendant, tout le monde touche des subventions. Et pour l'édition, c'est pareil. Qu'on soit une très grosse maison d'édition comme une toute petite, il y a des subventions publiques inhérentes à l'activité éditoriale, parce qu'il y a aussi des types de subventions inhérentes plutôt à la structure économique, au développement économique. C'est une autre chose. Nous, on sépare bien ces deux activités-là. Pour ce qui est de l'activité éditoriale, aujourd'hui, le plus important, c'est de regarder le temps que nécessite le montage de ces dossiers au regard des sommes qui nous sont allouées. Donc nous, aujourd'hui, on ne demande pas toutes les subventions auxquelles on pourrait prétendre, parce que c'est quand même un temps conséquent et de la technicité aussi, de pouvoir monter des dossiers, de faire le suivi, de rendre des comptes. Aujourd'hui, nous, on a 2 aides qui sont appelées aides au programme éditorial, donc en entente commune entre la région Bretagne et Rennes Métropole, les services culture, qui viennent au regard d'une année éditoriale qu'on leur annonce et des charges qui nous sont imputées. Ils viennent nous aider à hauteur de maximum 20% de ces charges-là. Et le seul critère de ces financements, c'est est-ce que nous sommes dans une démarche de professionnalisation du secteur. C'est-à-dire est-ce que l'on paye bien toutes les personnes avec qui on travaille, que ça commence par les auteurs-autrices et jusqu'à maquettistes, distributeurs, diffuseurs, etc. Et donc c'est bien pour des charges réelles, ils viennent nous aider en vis-à-vis. Et justement, juste une petite aparté à ce propos, on n'est pas tous et toutes égaux en termes de maison d'édition, en fonction notamment du territoire sur lequel on est. Je sais que le cas qui est le nôtre spécifiquement de Rennes, avec Rennes Métropole et la région Bretagne, c'est pas le cas si on est dans un autre département, c'est des politiques locales. Donc on a la chance, nous, quand même, d'être soutenus à cet endroit-là et d'être encouragés, quoi. Aussi parce qu'on en a les moyens dans ce département-là, ce qui n'est pas forcément facile pour d'autres collectivités. Du coup, ce partenariat avec, on va dire, notre environnement direct, la collectivité avec laquelle on va travailler, nos voisins, il se retrouve aussi dans un autre aspect important du fonctionnement quotidien d'une maison d'édition, c'est son insertion dans la vie culturelle locale, son action d'animation, on pourrait dire. Effectivement, on est en tant qu'association, on a un statut, un objet, qui est de questionner notre monde qui nous entoure par les livres et les pratiques de lecture.
Donc l'activité éditoriale est une des manières de faire, mais souvent l'intermédiaire qui circule auprès des lecteurs et lectrices, c'est le livre, mais pas nous. Et nous, on a aussi ce besoin-là d'être à un endroit ancré, de mettre en place des projets, des animations, des rencontres pour que justement le contact humain s'opère aussi et que la question des pratiques de lecture se vit de multiples façons, quoi. Et cette insertion dans notre environnement, cette façon de sortir des murs de la maison d'édition pour essayer d'apporter la lecture ailleurs, de lui faire prendre une autre forme, elle peut aussi avoir une existence économique. On a été chercher une autre maison d'édition qui a des pratiques un peu similaires, qui a réfléchi à d'autres formes, la maison d'édition Flubelub. Et particulièrement, j'ai pu poser des questions à Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Et déjà, merci de répondre à cette interview. Pour commencer, est-ce que tu as moyen de te présenter un peu pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Hélène Richard et je travaille aux éditions Flubelub, maison d'édition de BD indépendante, depuis 2002. Et je suis en charge notamment de la presse, de la diffusion, du suivi de diffusion avec notre diffuseur-distributeur, des événements, des rencontres en librairie. Et je suis aussi autrice, car Flubelub est un collectif d'auteurs. Ok, tu peux nous détailler un peu comment ça fonctionne, les éditions Flubelub? Alors, donc, on est un collectif d'auteurs qui existe depuis 2002 de façon professionnelle. En fait, tu veux le fonctionnement d'abord ou l'historique? Oh bah, comme tu veux, vraiment, fais ça dans l'ordre que tu veux. Ok, bon, je vais peut-être parler un peu de l'historique parce que c'est vrai que Flubelub fait partie de ces éditeurs indépendants nés, on va dire, fin des années 90. En tout cas, de BD indépendantes. On fait des livres qui mêlent images et texte. Donc dans le sillon d'éditeurs comme Frémoc, l'association Cornelius, etc. Et on est un collectif d'auteurs, donc à l'origine formé de Thomas Dupuis, Grégory Jarry, Rémi Lucas, qui s'étaient rencontrés alors qu'ils étaient étudiants à Poitiers. Et donc on rejoint par plusieurs auteurs depuis et qui publient quasiment depuis leur début leurs livres, mais aussi ceux d'autres auteurs et autrices, français et internationaux. Ça a commencé avec une revue, qui était même un fanzine au tout début, puis une revue, puis des livres diffusés en librairie. Et donc voilà, maintenant, depuis 2002, on fait des livres, une douzaine par an à peu près. Et donc, on est un collectif d'auteurs sous forme... alors, au début, c'était une association, maintenant, c'est une SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production. Non, maintenant, on dit coopérative et participative, pardon. Enfin bref, on est donc en statut coopératif. Comme on est tous auteurs et autrices, eh bien, on se partage aussi des travaux, soit de commandes, d'illustration, de maquettes, des choses comme ça, soit d'ateliers. Ok. En plus du travail d'édition. Un truc qui me vient à l'esprit là, c'est que si vous êtes un collectif d'auteurs, est-ce que ça change pour toi le rapport Est-ce que tu penses que en tant que maison d'édition, vous avez un rapport différent aux auteurs, à la relecture, etc. Alors c'est fort possible. D'après mon expérience, on est un des éditeurs, en tout cas en bande dessinée, qui a le comité de lecture le plus pénible pour les auteurs et les autrices. Bon, c'est pas qu'une réputation, c'est lié et aux éditeurs. Parce qu'en fait, si je dois revenir au fonctionnement de Flubelub, on fonctionne pas tout à fait comme une maison d'édition de littérature classique, qui en général a un comité de lecture qui sélectionne les manuscrits, qui ensuite les envoie aux éditeurs. Donc c'est plutôt l'inverse. Il y a deux éditeurs, Grégory Jarry et Thomas Dupuis, qui sont donc aussi les fondateurs de la maison, qui, eux, sélectionnent les projets ou proposent des projets à des auteurs qu'ils ont repérés. Et ensuite, et ils suivent le travail avec les auteurs et les autrices en question assez longtemps. Et quand ils pensent que le résultat a une forme de livre assez aboutie, c'est là qu'ils le transmettent au comité de lecture. Et on a une lecture assez critique dans le détail. On remet notre copie et toujours l'auteur ou l'autrice a des corrections à faire suite à cette étape, qui est quand même assez importante. Je pense aussi qu'en tant qu'auteur, on a peut-être une attention, enfin, auteur et éditeur en fait, même s'il y a deux éditeurs, mais plein d'auteurs dans le comité de lecture. Donc je pense qu'on a cette attention à la façon dont vont être reçues les critiques, même si c'est quelque chose qui s'est appris avec le temps, la diplomatie. Les premiers, je pense, ont un peu plus essuyé les plâtres que les autres. Mais aussi
à l'accompagnement des auteurs, à faire attention que les rencontres, etc., soient rémunérées. Enfin voilà, on connaît cette économie-là puisqu'on est aussi dedans au quotidien. On va se tourner vers des questions sur le modèle économique, notamment aux éditions du commun. On a un modèle économique qui s'appuie pas que sur la vente de livres. Et si on est venu vous voir aux éditions Fleuve Lab, c'est parce que vous partagez un peu cette dimension. Et particulièrement, c'est les ateliers qui nous ont intéressés. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, en effet, à Fleuve Lab, on a une activité majoritaire d'édition. On vit principalement de la vente de livres et des droits d'auteur, qui sont mis en commun chez les auteurs maison. Mais on a cette activité d'atelier d'écriture depuis assez longtemps. Je ne vais pas rechercher. Enfin, depuis de nombreuses années. Notamment, c'est sans doute c'est aussi lié au fait qu'on soit un collectif d'auteurs, donc d'auteurs intervenants. Maintenant, dans l'économie de vie d'un auteur ou d'une autrice professionnelle, les ateliers ont une part quand même importante. Mais on trouve ça... En fait, ça s'est fait assez naturellement. Au début, c'était, je crois, un des premiers livres qui a été fait comme ça. C'était un livre qu'on a sorti ensuite en librairie, tellement on le trouvait super. Enfin, diffusé en librairie et inclus au catalogue, qui s'appelle « Le voyage a été long ». Et c'était des témoignages d'enfants collégiens, primo-arrivants. C'est leur prof de français et langue étrangère qui avait monté ce projet avec nous pour que leur parcours soit connu et que même à l'intérieur de la classe, ces enfants de différentes nationalités, différentes origines, qui étaient arrivés en France pour des raisons très différentes, certains très tragiques, d'autres très banales, type un Allemand, des parents qui sont mutés, tout ça. Et à côté, un mec qui vient d'Albanie, qui a perdu ses parents. Et c'était des témoignages qu'on entendait déjà, enfin qu'on n'entendait pas encore beaucoup à l'époque, et qui nous a aussi semblé important de faire connaître, et donc de faire aussi travailler les enfants sur leur histoire, de les faire écrire, de les faire dessiner, avec cette exigence d'éditeur qu'on a, que le résultat soit beau, qu'on prenne pas les choses dès le premier geste si ça convient pas, qu'on retravaille. Donc voilà, cet investissement d'édition qu'on a pour nos livres, on l'a aussi pour les ateliers d'écriture. Avec cette différence que, en général, dans l'économie des ateliers d'écriture, on essaie que le temps salarié qu'on y passe soit aussi un peu couvert. Et on suit aussi la fabrication du livre. Enfin, je me rappelle déjà plus si c'était le premier projet qu'on a eu dans ce genre-là, parce que souvent c'est des centres sociaux, des écoles, des trucs comme ça qui nous appellent. Ils ont fait un truc sympa avec les gamins qu'ils ont en charge. Ça part souvent de travaux des enfants. Et ils veulent leur faire un livre. Et voilà, ils ont besoin... Au début, ils se disent on a juste besoin du graphiste et de l'imprimeur. Et puis ensuite, quand on discute avec eux, qu'on parle du métier d'édition, souvent ça évolue parce que voilà, on voit des façons d'améliorer le livre. Et puis au final, ça peut donner lieu à un nouvel atelier parce qu'on dira sur une nouvelle question, une nouvelle idée. Enfin, tout ce qui fait aussi notre travail d'éditeur en fait. C'est pas une activité principale de la maison d'édition, hein. Mais je pense qu'on y tient à la fois donc pour des raisons financières parce que c'est des activités qu'on fait de façon rémunérée et qui doivent couvrir à peu près les frais. Enfin oui, normalement ça doit couvrir les frais du temps qu'on y passe et du travail qu'on fournit. Mais c'est surtout une façon aussi de faire de la médiation, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, de parler du travail d'édition, de parler des livres, d'en faire, y compris avec des gens qui ne sont pas forcément habitués à fréquenter les livres tous les jours, ou à en lire, ou à en faire, quoi. Mais c'est vrai que le côté acteur de la chaîne du livre, forcément, les gens avec qui on travaille se retrouvent dans la position d'auteur. Et je parle même là d'un tout petit atelier fanzine sur une après-midi. C'est des choses qui nous arrivent de faire aussi sur des festivals, sur des rencontres, où voilà, le public est amené, de tous âges d'ailleurs, hein, enfants comme adultes, est amené à être dans la peau d'un auteur pendant 1 heure ou 2 ou 3. Et dans ces cas-là, aussi, comme dans le cas d'un fanzine où on réalise de A à Z cette publication en photocopie, il est aussi un peu éditeur, c'est-à-dire qu'il conçoit un petit livre, même à très peu d'exemplaires, avec une couverture, un dos de couverture, des pages à l'intérieur. Et même dans le cadre d'ateliers un peu plus sur le long terme, où il y a plusieurs rendez-vous, dans des écoles ou dans des centres sociaux, principalement, ou avec des bibliothèques. Je sais que quand c'est des ateliers collectifs, moi je fais toujours le travail de chemin de fer qu'on fait dans la presse, où on conçoit ensemble, avec tous les auteurs et autrices impliqués, enfin tous les participants. On conçoit vraiment quel va être le contenu du livre, on choisit ensemble une couverture, la façon de le présenter, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de dire, etc. etc. Dans l'épisode qui te concerne, on s'efforce d'explorer différentes façons que pourrait avoir une maison d'édition d'exister en ayant une forme de vie locale ou
en se rapprochant de son public physiquement et pas uniquement de par la vente, on va dire classique. Est-ce que tu vois d'autres façons de faire ça, notamment chez Fleu Bleu? Alors, chez Fleu Bleu, oui, on l'a fait, même historiquement, parce que je voulais te dire qu'en 2002, on avait ouvert une librairie-galerie de Feu Rouge, qui a fermé en 2011. Après, voilà, cette année de belle vie, même un peu plus, de belle vie locale. On a ouvert cette librairie-galerie, notamment parce qu'en 2002, la bande dessinée indépendante et ce qu'on appelle maintenant le roman graphique, et même l'édition indépendante nous semblait vraiment trop peu visible. Et on s'est dit, on va faire une librairie nous-mêmes, avec un système de dépôt-vente des éditeurs qu'on aime bien. Et puis on va présenter les livres et puis on va faire des expos et des rendez-vous avec des auteurs qu'on aime bien, pas de chez Flubolob, enfin on a fait un peu d'auteurs Flubolob mais pas uniquement évidemment. Clairement ça n'a pas amélioré dans un premier temps les relations de Flubolob avec les libraires locaux parce que voilà, on s'était un peu trop présenté en disant c'est nous que voilà, enfin une super librairie qui a tous les livres qu'on aime, nanana. Et ben non, c'était pas très malin et puis on voulait pas dire que les autres librairies étaient nulles bien sûr, mais voilà. Mais depuis, ça s'est bien amélioré et on a plutôt vraiment des bons rapports avec eux. Mais rétrospectivement, on trouve vraiment qu'elle nous a permis d'ouvrir le lectorat, de rencontrer des gens, d'avoir cette activité locale importante, de contact. Et ensuite, alors c'est pas que la librairie, hein. Grosso modo, dans la presse, il y a des succès comme Persepolis par exemple, qui ont appris à plein de gens qu'on pouvait lire une BD en noir et blanc et que c'était pas difficile, les prises de tête, et que ça pouvait parler de choses politiques et autobiographiques et que c'était pas non plus difficile à lire. Enfin bref, on s'est appuyé sur d'autres choses aussi pour exister un peu plus, on va dire. Mais cette activité de librairie-galerie était quand même importante, je pense, dès le début. Et maintenant, donc on n'a plus de vitrine publique de cette façon-là. Donc c'est plutôt les ateliers qui prennent le relais donc auprès de certains publics ou des expos. Par exemple, pour nos 15 ans, on a fait 6 expos dans toutes les médiathèques de Poitiers, donc, avec des rencontres. Donc c'est sûr, c'est des moments où on peut rencontrer les lecteurs. Bon, après, nous, on en sort aussi de nos bureaux pour justement les ateliers, les rencontres, les festivals. Oui, ça fait partie du quotidien des éditeurs, en fait. Merci encore à Hélène pour cette interview qui permettait un peu aussi de faire rentrer le point de vue d'autres éditeurs dans ce podcast. Du coup, de notre côté, comme on l'avait dit, une pratique de prestation d'éditeurs auprès de certaines structures, peut-être qui est un peu moins poussée que celle de Fleu Bleu, donc on a eu moins l'occasion d'expérimenter. En tout cas, on est au travail. Comme je le rappelais, on est en plein développement, on est encore une jeune structure et on essaie de travailler cet équilibre-là. À la fois un équilibre de désir, de ne pas faire que du livre, mais aussi de penser d'autres choses autour de la lecture, mais aussi économiquement. C'est-à-dire qu'on peut tenir aussi, il me semble, une viabilité économique dans un fonctionnement quotidien que si on a différentes entrées comme on l'a décrit précédemment, quoi. Et sinon, à un tout autre niveau, depuis quelques temps, on a déménagé dans un quartier de Rennes qui s'appelle le Blône. Et nous, on était vraiment, en déménageant et encore aujourd'hui, dans une optique de s'intégrer dans ce quartier-là, d'apporter aussi une vision du livre dans cet environnement. Oui, tout à fait. En tout cas, le principe de départ, c'était le fait de permanence, quoi, de se poser quelque part dans un temps long et de ne pas bouger tout le temps. Donc ça, c'était important. Le Blône est un quartier dans lequel on s'investit. On est plusieurs de la structure à s'investir depuis quelques temps ou à y vivre. Et puis, c'est se poser là, prendre le temps de rencontrer tous les gens qui font déjà plein de choses et de se mettre à faire ensemble, quoi. Vraiment le temps long et sortir de nos murs. Et ça va prendre forme dans une série d'événements qu'on a déjà commencé doucement à prévoir pour l'année prochaine. Oui, de notre petit âge de maison édition, on va quand même, fin d'année 2020, avoir 5 ans. Et on s'est dit que 5 ans est un bel âge pour faire la fête un petit peu, mais la fête aussi dans le fait de proposer aux gens différentes manières de rentrer dans ce que l'on fait, de ce que l'on vit, dans les questions qu'on se pose. Du coup, ces événements-là, on les mène, tu disais, dans un partenariat avec d'autres
d'autres actions locales, d'autres associations. Toi, tu as engagé ça avec quelle idée en tête ? La rencontre. C'est la rencontre et le fait que, à titre personnel en tout cas, mais je pense que ça, tout le monde aux éditions du commun serait d'accord sur le fait que l'écriture, la lecture, l'expression, notamment par la forme écrite, sont nécessaires pour bien comprendre le monde dans lequel on vit et comprendre l'autre en général. Et donc effectivement, on a plein de beaux projets. Je vais peut-être rentrer en détail, mais on a avec une association, l'association des mots à mots, qui est autour d'ateliers d'écriture et notamment de rap. On a commencé à se rencontrer, que ce soit humainement, associativement parlant, mais aussi dans un projet d'écriture d'un ouvrage en commun. Tu le disais, on est assez jeune en tant que maison d'édition, mais il y a des initiatives comme ça qui ont commencé à prendre de l'âge et de la notoriété sur Rennes. Je pense au mercredi de l'imaginaire rennais, qui ont été organisés par la librairie et maison d'édition Critique. Xavier Dolot, qu'on avait interviewé pour le premier épisode, nous en a parlé un peu. On va rester sur la dimension publique, puisque là, on va aborder les MIR, les mercredis de l'imaginaire rennais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, les MIR ne se sont pas toujours appelés les MIR, puisqu'ils ont à peu près 20 ans. Ils ont été créés par la librairie Critique, avec notamment quelqu'un qui s'appelle David Kefelec, qui travaille maintenant chez Albin Michel sur toutes les questions de numérique, par exemple. Voilà. Et à l'époque, ça s'appelait les mercredis de la science-fiction, de la SF. Donc, on publiait même un fanzine qui posait une question douloureuse qui s'appelait donc SF. Voilà, ça c'était le nom du fanzine. Donc on se retrouvait tous les deuxièmes mercredis de chaque mois. On papotait, on blablatait de science-fiction, d'imaginaire, de films, de romans, de tout ce qu'on avait vu ou lu. Et ça a créé une petite communauté, ça c'est sûr, qui a commencé à développer évidemment des idées à droite à gauche, à faire venir des auteurs. On a fait venir, par exemple, je me souviens, avec l'association qu'on avait montée qui s'appelait Skiant Faltasi, donc science-fiction en breton, on a fait venir Laurent Jeunefort, Pierre Bordage. Alors c'était il y a quasiment 20 ans, donc les moyens de communication et de transport n'étaient pas non plus tout à fait les mêmes que maintenant, où on peut faire venir n'importe qui de façon extrêmement simple. Et là, c'était beaucoup plus difficile encore déjà. Donc, on était vraiment dans cette logique finalement de construction, de construire quelque chose autour de l'imaginaire, de la science-fiction, en particulier à Rennes. Ce qui fait que c'est une communauté qui a commencé à se développer beaucoup. Évidemment, dans le giron, j'allais dire, de la librairie Critique, puisque ces rendez-vous mensuels avaient lieu dans la librairie que Éric Marcelin avait créée à l'époque en 2001 ici à Rennes. Donc jusqu'à maintenant, ils ont perduré. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu les MIR, effectivement. C'était plutôt rigolo d'appeler ça les MIR, les mercredis de l'imaginaire rennais, voilà, qui sont devenus beaucoup plus vagabonds, peut-être beaucoup plus organisés aussi, parfois aussi, puisqu'on a changé souvent de lieu, de rencontre, jusqu'à se poser ces dernières années à l'heure du jeu, un bar-jeu donc près de la gare Rennes, qui nous accueille très gentiment, voilà, et qui nous a permis de développer des rencontres avec des auteurs, des éditeurs, ou même simplement parfois de présenter des romans, des coups de cœur qu'on avait à la librairie, ce genre de choses, et puis de continuer d'essayer justement à rencontrer des gens, d'essayer à intéresser les gens à ces cultures-là, des jeunes, des moins jeunes, mais je vous avoue surtout les nouvelles générations, moi c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est de pouvoir développer justement cet intérêt pour l'imaginaire auprès des nouvelles générations qui, à mon sens, sont prêtes justement à diffuser encore plus ces cultures-là, parce que la plupart d'entre eux ont été baignés très jeunes dans ces romans que sont par exemple Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter ou Eragon, enfin voilà, même si ce sont peut-être des clichés, mais en tout cas moi je suis sûr que ces jeunes doivent être intéressés à ces questions-là et formés aussi d'une certaine façon, donc formés sur un petit peu
l'histoire de ces genres-là aussi, je pense. Parce que si on ne connaît pas un petit peu l'histoire de ces cultures, on peut très bien s'y intéresser, mais finalement ne pas creuser la question. Et je pense que c'est justement là qu'il faut, que les MIR sont intéressants pour moi ou étaient intéressants pour moi, c'est-à-dire qu'on avait l'occasion de creuser la question auprès de ces nouvelles générations, quoi. J'ai vu certaines personnes effectivement, vraiment s'y intéresser. Donc quelque part on se sent gagnant et content. Donc c'est un événement qui a une portée éducative pour toi, enfin pédagogique en tout cas, et qui a aussi, tu le disais, il s'inscrit là dans un bar qui a plutôt une certaine visibilité à Rennes. S'inscrire dans le local pour critique, ça avait un sens? Oui, évidemment. Hein. Évidemment, s'inscrire dans le local, plus t'attires de gens, plus quelque part, ces mêmes gens vont venir à ton magasin et éventuellement, si tu les as intéressés à certaines choses, éventuellement, peut-être que ces personnes-là vont t'acheter des livres. On n'oubliera jamais, évidemment, que la librairie est un commerce avant tout, qu'elle doit aussi vendre des livres et puis diffuser cette culture. Plus il y a de lecteurs à acheter de livres, quelque part, plus je suis content parce que d'une part, ça pérennise un commerce et ça diffuse cette culture qui vraiment est très importante pour moi aussi, qui a fait toute ma jeunesse et qui a fait toute ma vie d'adulte aussi. Voilà, donc j'essaie de transmettre aussi. Encore merci à Xavier pour son accueil et son témoignage de vieux de la vieille de l'édition rennaise. Une autre forme d'événement dont on n'a pas encore parlé, mais qui est intéressante parce que c'est celle auquel le public pense en premier lieu, c'est celle de la manifestation des festivals du livre qui pullulent maintenant dans le milieu éditorial français. Oui, et auquel on est peu coutumier de notre côté, pas parce qu'on le boycotte ou parce qu'on ne l'apprécie pas, mais parce que voilà, dans nos agendas très chargés, on n'a pas fait une priorité. On participe quand même à quelques événements, notamment l'événement Rennais rue des Livres, un événement qui se passe à Arras tous les 1er mai, qui est Colère du présent, un salon du livre politique. Mais la particularité aussi, je pense, qui fait qu'on ne fait pas tellement de ces manifestations-là, c'est que soit les manifestations sont très généralistes dans tous les champs du livre, et là, nous, on est peut-être un peu trop spécifique pour ces espaces-là, et à l'inverse, soit c'est des entrées de manifestations thématiques, livre d'histoire, salon du livre d'histoire, salon du livre jeunesse, etc. Et là, on est encore une fois peut-être un peu trop spécifique et pas assez dans ces domaines-là qui sont plus portés dans des manifestations publiques. C'est vrai qu'on peut aussi retrouver différentes formes de festivals. Par exemple, en novembre, il y a un festival de littérature indépendante et engagée à Brest. Mais là, il y a un libraire qui est partenaire, donc c'est aussi moins pertinent qu'on vienne tenir un stand. On y participe sous d'autres formes, mais c'est plus de niche quoi, comme type de présence. Ça se retrouve dans les plus gros événements. Typiquement, là où le milieu de l'imaginaire, ça va plutôt être un milieu, généralement, où il va y avoir une grosse présence éditoriale dans les stands avec énormément de dédicaces. Aux Utopiales, les éditeurs tiennent généralement pas de stand parce qu'il y a une énorme librairie qui assure quasiment toute la vente. Oui, d'ailleurs, pour rebondir justement sur le cas des Utopiales et du fait qu'il y ait plutôt une librairie plutôt que des stands d'éditeurs, c'est ça, pour moi, il y a des événements, des salons qui se prêtent plus un métier de libraire, c'est-à-dire tenir une table avec un fond complexe, forcément transversal à des maisons d'édition, plutôt que des fonds spécifiques à des maisons d'édition. Encore une fois, ce n'est pas une critique du secteur et dire aux autres que faire, hein, c'est pas du tout ça. C'est vraiment dans le temps qui nous est imparti, on a plutôt privilégié du temps d'animation spécifique hors stand sur le quartier où on est, avec d'autres associations, etc., qu'un temps où j'ai des fois l'impression de me sentir un peu inutile ou contre-productif à me tenir debout derrière tous les livres des éditions du commun. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui pouvait un peu marquer le quotidien organisationnel d'une maison d'édition. Je ne sais pas ce que tu en penses.
C'est un bon début déjà. Évidemment, on n'aura pas donné une vision exhaustive en 1 heure, c'est toujours le même problème. Mais on espère que ça vous aura quand même permis de vous éclairer. N'hésitez pas à partager avec nous vos témoignages, nous envoyer vos questions. On a partagé là-dessus, sur ce sujet de la gestion, de l'organisation. C'est quelque chose qui nous parle vraiment, donc on n'aura aucun problème à vous répondre. C'est donc la fin de ce 3e épisode de la mécanique du livre. On espère qu'il vous aura plu. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler de livres, et cette fois-ci vraiment du livre concrètement, puisqu'on sera dans la conception graphique de celui-ci, dans l'impression. D'ici là, on vous souhaite un excellent mois et à très bientôt.